Bienvenue dans cette deuxième vidéo qui corrige le travail demandé pour le lundi 23 mars et qui commente le cours qui va avec. Alors, nous avions dans la première vidéo corrigé l'exercice 2 et commenté le cours en lien avec l'activité 2. Je vais maintenant corriger l'activité 3 qui porte sur le document de la fiche d'activité et je commenterai la troisième partie du chapitre 3. Alors, dans cette activité 3, on a un article très connu des économistes sur la question de certains marchés qui font face à une défaillance qu'on nomme l'asymétrie d'information. Donc, dans les deux réponses que vous aviez à traiter pour aujourd'hui, à faire pour aujourd'hui, on retrouvera la question des asymétries d'information à chaque fois. Donc, on voit bien dans le cours, si je reprends cette partie du cours, donc la partie 3, hop, qu'il y a comme défaillance, troisième défaillance des économies de marché, les asymétries d'information. Alors, vous verrez qu'il y a trois paragraphes dans ce cours. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'asymétrie d'information. Le premier type, c'est l'aléa moral. Le deuxième type, c'est la sélection adverse. Et dans le troisième paragraphe, on voit bien sûr comment les pouvoirs publics interviennent pour réguler ce genre de défaillance, comme dans les parties 1 et 2 qui précèdent dans ce chapitre. Alors, je reprends donc l'explication du travail à faire pour l'activité 3. La première question, je l'avais simplifiée, normalement on aurait dû faire un travail plus abouti sur cet article qui a marqué les économistes, mais en raison du confinement, j'ai vraiment décidé de limiter au minimum l'analyse de ce travail. Donc, quel problème rencontre le marché de l'occasion automobile? Dans l'article, euh, l'économiste Georges Akerlof montre que sur le marché de l'occasion, le problème c'est qu'il y a une asymétrie d'information. Les vendeurs, ceux qui possèdent le véhicule et qui cherchent à le vendre, disposent d'une information précise sur la qualité du véhicule. On sait si ce véhicule est fiable, a été bien entretenu, si on l'a utilisé dans des conditions qui permettent de le faire durer longtemps, ou au contraire, si ce véhicule est régulièrement en panne, s'il a été mal entretenu ou dans des conditions non correctes, et s'il a été utilisé de façon inappropriée. Donc, le demandeur, si vous voulez, n'a pas naturellement confiance envers l'offreur sur ce marché, d'où d'ailleurs le succès du marché de l'occasion auprès des garagistes, parce que les garagistes, eux, ont un devoir d'honnêteté, de sincérité qui est légal vis-à-vis des acheteurs. Ce n'est pas le cas sur un marché de l'occasion entre particuliers. Donc ce manque de confiance pose problème au marché des véhicules d'occasion, euh, le problème qu'on appelle la sélection adverse. Puisque les demandeurs ont finalement peu confiance envers les vendeurs, eh bien, ils vont pratiquer une pression à la baisse sur le prix des véhicules d'occasion. C'est-à-dire que la plupart des acheteurs vont dire que, ne sachant pas dans quelles conditions le véhicule est vendu, ils acceptent de l'acheter si il est moins cher. Cette pression à la baisse sur les prix va faire fuir les propriétaires de véhicules fiables qui cherchent à les vendre. Et donc finalement, petit à petit, sur le marché de l'occasion, il n'y a plus que des véhicules peu fiables, ce que Georges Akerlof appelle en américain les lemons, les mauvais numéros, les véhicules qui tombent plus souvent en panne, qui ont été mal entretenus, qui ne sont pas de bons véhicules. Et donc du coup, là encore, ça accentue la défiance des acheteurs vis-à-vis des vendeurs et à nouveau fait baisser le prix d'équilibre des véhicules d'occasion, donc amplifie le problème de sélection adverse. Par conséquent, il y a de moins en moins d'offreurs de bonnes voitures, il y a de moins en moins d'acheteurs puisque la plupart n'ont plus confiance. Bref, il n'y a plus d'équilibre possible sur ce marché des véhicules d'occasion. Alors évidemment, on va pouvoir quand même avoir un marché qui est possible si et seulement si
les pouvoirs publics interviennent pour essayer justement de rétablir la confiance entre les vendeurs et les acheteurs. Si les pouvoirs publics, par exemple, réglementent, créent des règles, des contraintes pour empêcher les vendeurs d'escroquer les acheteurs, alors les acheteurs vont pouvoir acheter de manière plus confiante, plus sereine et vont être prêts à payer un prix qui va satisfaire les vendeurs de véhicules qui sont de bons modèles, de bons numéros. Donc du coup, on voit bien qu'en présence d'asymétrie d'information sur le marché des véhicules d'occasion, il faut que l'État intervienne en réglementant, hein, c'est le verbe important de cette partie du cours, donc en réglementant afin de créer les conditions d'une confiance mutuelle entre acheteurs et vendeurs. Ainsi, le marché pourra trouver un équilibre, mais on voit qu'il ne le trouve pas spontanément et pas seul. De la même manière, sur le marché des assurances, on a aussi une asymétrie d'information. Et le cas qui est pris dans l'article de Georges Akerlof, c'est l'assurance santé. Vous le savez peut-être, en France, on bénéficie, alors ce n'est pas le cas aux États-Unis où vit Georges Akerlof, mais euh, c'est un peu le même principe et je vais expliquer pourquoi. En France, on bénéficie déjà d'une assurance sociale, c'est-à-dire d'une assurance publique financée par les cotisations sociales. C'est ce qu'on appelle la sécurité sociale, branche maladie. Donc, on est remboursé des soins médicaux que l'on doit avoir. Cependant, la sécurité sociale en France ne rembourse pas la totalité des soins médicaux. Il faut, pour la plupart des soins, avoir une complémentaire santé pour être remboursé d'une part du soin, des frais médicaux engagés. Alors c'est souvent le cas pour des frais dentaires, pour des frais en matière d'optique, hein, les lunettes, ou d'appareils auditifs par exemple. La sécurité sociale ne rembourse qu'une partie des équipements dentaires, optiques et auditifs. Et donc c'est la mutuelle, la complémentaire santé si vous préférez, qui va rembourser le reste ou une partie du reste à charge du patient. Cette complémentaire santé, elle n'est pas assurée par les pouvoirs publics. C'est à chaque Français de s'assurer pour pouvoir bénéficier d'un remboursement de ce qui reste à charge. Donc, vous pouvez demander à vos parents, hein, pour avoir l'exemple bien à l'esprit. Ils sont remboursés en partie pour leurs frais médicaux par l'assurance maladie, l'assurance sociale, mais ils paient chaque mois, ou leur employeur paie en leur nom chaque mois, une assurance complémentaire pour pouvoir bénéficier de prestations, de remboursements plus complets pour euh, certaines comment dire, dépenses à caractère médical. Alors, en ce qui concerne cette assurance, donc pour les Américains, malheureusement, eux n'ont pas d'assurance sociale du tout. C'est uniquement la complémentaire santé qui leur permet d'être remboursés. Donc, Georges Akerlof, lui, il s'inscrit bien dans cette situation-là. Donc, si il y a un marché de l'assurance santé, il y a là encore asymétrie d'information. Cette fois, c'est le demandeur qui a un avantage en matière d'information. Le demandeur d'assurance santé sait si sa santé est fragile, si au contraire elle est plutôt solide. Il sait s'il a un comportement à risque, par exemple s'il est fumeur, si il boit beaucoup d'alcool, s'il fait beaucoup de sports dangereux. Donc il sait s'il a un comportement à risque ou pas. Ce n'est pas le cas de l'offreur des contrats d'assurance. C'est-à-dire que l'assureur, lui, il va subir les risques pris par l'assuré parce qu'il ne peut pas se fier aux déclarations de l'assuré. L'assuré va évidemment dire qu'il ne prend aucun risque pour être couvert au maximum le jour où arrive une dépense médicale, mais dans la réalité, l'assureur n'a pas les moyens de vérifier que l'assuré est prudent. Donc du coup, il y a un aléa moral, c'est-à-dire que de ce fait, l'assuré se sent en sécurité, ce n'est pas lui qui paiera ses frais médicaux, c'est l'assureur. Par conséquent, rien ne l'incite, on retrouve la notion d'incitation, déjà vue dans les paragraphes précédents, en partie 1 et en partie 2, on manque d'incitation vis-à-vis de l'assuré pour l'amener à être prudent, ne pas fumer, ne pas boire trop d'alcool, faire attention à ce qu'il mange, faire du sport mais pas des sports risqués. Du coup, là encore, les assurances
vont manquer de confiance envers leurs assurés et vont faire grimper les prix de l'assurance qu'elles proposent. Si vous voulez, les assurances, pour se couvrir contre l'aléa moral et faire des profits, vont être obligées d'augmenter les prix qu'elles imposent à leurs assurés. De ce fait, il n'y a que les mauvais assurés, ceux qui prennent des risques, qui vont trouver justifiés des prix aussi élevés. Ceux qui prennent peu de risques, ceux qui sont prudents, vont trouver ça beaucoup trop cher, puisque eux vont finalement engager peu de dépenses médicales et donc du coup vont renoncer à s'assurer pour leur santé. On voit bien que dans ce cas, le marché est à nouveau en déséquilibre parce que la hausse des prix demandée par les assureurs pour se protéger contre l'aléa moral conduit à garder sur le marché uniquement des assurés à risque, dangereux, imprudents. Donc, si je reprends le cours, on voit bien que les agents peuvent subir soit un aléa moral, soit une sélection adverse, ce qui est expliqué dans les deux paragraphes que vous avez ici est exactement ce qu'on vient d'expliquer dans l'activité 3. Hein. On voit bien ici que l'élément central, c'est le manque de confiance sur les marchés. Et donc, je rappelle dans le troisième paragraphe, le moyen utilisé par les pouvoirs publics pour réguler cette défaillance de marché correspondant à la symétrie d'information, c'est la réglementation. L'État peut imposer sur les marchés des véhicules d'occasion au garage des durées de garantie minimales. Et effectivement, en France, tout garage doit garantir au moins 6 mois les véhicules qu'un client a achetés chez eux. De la même manière, sur le marché immobilier, les pouvoirs publics obligent les vendeurs à informer les acheteurs sur tout un tas d'éléments relatifs à leur décision d'acheter. La performance énergétique du logement vendu, la qualité de l'installation électrique ou de gaz qui pourrait ou non être dangereuse. On voit bien que dans ces cas-là, il est important que l'acheteur dispose d'un maximum d'informations pour avoir confiance au moment de l'achat. Dernier exemple, en matière d'assurance, c'est vrai que l'État punit sévèrement toute volonté d'escroquer un assureur. Il y a des lois contre les escroqueries à l'assurance. Par exemple, j'en prends une, il y a des peines de prison très lourdes prononcées à l'encontre d'assurés qui auraient détruit volontairement leur voiture pour bénéficier d'un remboursement suite à cet incident, à ce sinistre. Bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous laisse bien sûr me poser des questions sur Discord, notamment demain à 13h30 en vocal. Pour la semaine prochaine, donc je vais vous envoyer du travail, il n'est pas encore tout à fait prêt. Il faudra d'abord compléter le cours dans le paragraphe 3.2.2. Vous verrez que là aussi, hein, il y a des passages où vous voyez ces petits X à la place du vocabulaire. Il faut relire le cours 3.3 que je viens de commenter et il faudra réaliser un raisonnement de type E3C, c'est-à-dire le type bac que normalement certains étaient censés passer en avril-mai. Je ne sais pas comment on fera pour l'instant, on n'a pas du tout d'informations officielles, ne vous inquiétez pas, ça viendra. On ne va pas vous demander de passer ça confiné chez vous. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. On aura des informations au fur et à mesure de la part du ministre. Donc, un raisonnement, je conçois le sujet sûrement demain, pas avant, parce que j'ai encore un peu de travail ce soir pour d'autres classes. Mais vous avez, quoi qu'il arrive, jusqu'à la semaine prochaine, début de semaine prochaine, pour rendre ce travail. Allez, on va dire en gros lundi, mardi. Après, je vous donnerai une correction. Donc, évidemment, j'accepterai plus de documents. Ce travail sera noté comme un devoir à la maison. Ceux qui ne peuvent pas me le rendre à cause d'un problème d'accès à Internet, vous n'aurez pas de notes, je vous mettrai non noté. Euh, Vraiment, le but du travail, puisque c'est un devoir à la maison, donc avec un petit coefficient, c'est que vous progressiez, hein, c'est vraiment ça. Donc ne vous amusez pas à vous copier les uns sur les autres. Vous pouvez travailler à plusieurs pour prendre des conseils, bien entendu, mais ne vous copiez pas les uns sur les autres, ça ne va pas impacter énormément votre moyenne. Donc jouez le jeu
et ce sera aussi bien pour vous.